Alors commençons avec notre première table ronde, bâtir une génération prévention. Dans le domaine de la prévention, il y a eu des résultats importants qui ont été obtenus ces dernières années. Alors quelles leçons tirer de ces bons résultats et pourquoi, selon certains, a-t-on encore davantage besoin de prévention aujourd'hui qu'hier? On va en parler avec le professeur Amine Benyamina, Madame Valentine Fournier et le docteur Philippe Bergerot. Merci beaucoup d'être avec nous. On va donc parler de prévention tous ensemble. Merci de votre présence. Alors, vous avez vu que les ministres ont dû s'éclipser. Il ne vous a pas échappé que le mercredi matin, c'est le jour de Conseil des ministres, quand même. Moi-même, donc Paul Debrem, j'anime des événements dans les domaines sciences, santé, innovation. Je vous propose de commencer avec le docteur Bergerot. Docteur Bergerot, vous êtes le président national de la Ligue contre le cancer, oncologue, radiothérapeute à Saint-Nazaire, vice-président du conseil d'administration de l'INCa. Madame Rist disait tout à l'heure, signalait, rappelait qu'un cancer sur 2 pourrait être évité. C'est ça le chiffre qu'il faut absolument retenir pour se dire on peut faire mieux en matière de prévention. Je suis tout à fait d'accord avec vous et je vais commencer par une petite citation, si vous le voulez bien. Alors, pour ne pas me tromper, je vais lire « Agir à la racine, investir en amont pour éviter les coûts humains et financiers en aval. C'est d'ailleurs l'une des faiblesses, il faut le dire, du modèle français. Nous soyons très bien, parfois beaucoup mieux qu'ailleurs. Nous prévenons souvent moins bien. » En tant que président de la Ligue, je ne peux qu'approuver. Qui a dit ça? C'est notre président de la République, M. Emmanuel Macron, lorsqu'il a lancé la stratégie décennale. Et donc, si à l'époque, on pouvait dire « oui, il faut le lancer », c'est que maintenant, si nous n'y allons pas, nous allons dans le mur. On va dans le mur. On va franchement dans le mur. Qu'est-ce qui vous fait penser qu'on va dans le mur? Il faut sortir du tout curatif. Il faut se dire que c'est ce qui devait être une révolution n'a pas été fait. Il y a quand même un état des lieux. On a un système de santé qui est mal en point. Certains vont dire à bout de souffle. Pourquoi? Il y a quand même un allongement de la durée de vie, une augmentation du nombre de personnes. Mais quand on parle d'allongement de la durée de vie, c'est un allongement de la durée de vie en bonne santé, ce qui est complètement différent qu'un allongement pur de la durée de vie. Il y a une augmentation des maladies chroniques, pas forcément que du cancer, mais les maladies métaboliques, maladies cardiaques, les maladies pulmonaires. Et donc, on voit en plus, on est devant une difficulté du recrutement des professionnels de santé. Donc, quand on met tout ça bout à bout, il faut y associer, parce qu'on a parlé argent, il y a quand même une raréfaction des ressources et une augmentation des dépenses. Donc, une fois que l'on a tout ça, je peux simplement rappeler qu'en 2023, la prévention représentait environ 2,5% des dépenses de santé en France, alors que la moyenne européenne est supérieure à 3%. Donc, les paroles, c'est bien, mais à un moment donné, il faudrait qu'on puisse mettre en place un certain nombre d'actes. Et donc, c'est pour ça qu'au niveau de la Ligue, on se disait, est-ce qu'il n'y avait pas quelques petits éléments à avoir? C'est inscrire comme règle d'or jusqu'à la fin de la stratégie. Avant d'aller vers les actions que vous avez envie de proposer, restons sur ce constat-là. Vous parlez aussi, quand on a discuté ensemble, vous parliez d'un changement de paradigme. Vous dites, on risque de se prendre un mur. C'est des paroles très fortes. Donc on a compris, je crois, où vous situez le mur. Et en quoi est-ce que la prévention peut être une réponse à ces défis qui nous attendent? Ça a été dit à plusieurs reprises. Oui. Le meilleur traitement d'un cancer, c'est celui qu'on n'a pas. Et ça, c'est clair. Donc, il vaut mieux tout faire pour éviter d'être malade. Alors, on en a parlé. Un des endroits extrêmement importants, c'est l'école. Et on se rend compte qu'au niveau de l'école, il y a sans doute énormément de choses à faire pour que l'on puisse aller directement chez les enfants. On a parlé effectivement des 5 publics prioritaires. Et l'un de ces publics, c'est effectivement la jeunesse. Donc il y a un axe fort vers la jeunesse, des actions vers la petite enfance. Qu'est-ce qui justifie le fait qu'on s'adresse à eux en particulier? C'est au moment de l'enfance, on va dire que le cerveau est capable
d'absorber beaucoup de choses. Et je dirais même que les enfants peuvent être des modèles pour les parents, parce qu'ils peuvent faire passer des messages aux parents. Et c'est aussi pour ça que nous avons des actions dans des écoles et que nous avons essayé de travailler non seulement avec les élèves, mais avec tout le tissu qu'il y a autour, c'est-à-dire les professeurs, c'est-à-dire tous les parents d'élèves, et pour essayer de mettre en place un certain nombre d'éléments pour favoriser et surtout éviter l'entrée dans un certain nombre d'addictions. Et donc ça, c'est un travail extrêmement fort. Donc on le voit, on a parlé aussi tout à l'heure du tabac. Et c'est vrai que le tabac, il est important aussi chez les jeunes, parce que essayer d'expliquer aux jeunes que cette génération sans tabac, c'est aussi une génération, on peut très bien vivre, c'est la dénormalisation. Habituellement, on est toujours persuadé que pour changer ses habitudes, il faut avoir une cigarette. Alors c'est vrai qu'on est ravis que l'on ait vu au mois de juillet ce décret, mais je rappellerai quand même que la Ligue, depuis 2012, avait essayé de mettre en place des espaces sans tabac au niveau des mairies. Nous avons travaillé pour ça avec les mairies, ce qui nous avait permis d'avoir plus de 7000 communes avec ces espaces sans tabac. Alors on peut se réjouir, on est passé, on a dit, une forte diminution. Ce que l'on ne souligne pas assez, c'est que ces diminutions fumeurs touchent une certaine population. Et donc la grande difficulté que l'on a, et je pense un des efforts qu'on doit faire au niveau... Les CSP+, c'est ça que vous voulez dire ? Exactement. Et donc un gros effort qu'on doit faire, c'est toucher l'autre population. Et je crois qu'actuellement, notre grande difficulté dans la prévention, c'est qu'on ne sait pas forcément aller vers ces populations qui en ont forcément le plus besoin. Alors restons juste sur les jeunes quelques instants. Eux, à votre avis, ils sont conscients d'un monde qui change globalement et ils sont plus prêts à évoluer, ils sont plus plastiques, si je puis dire ? C'est quand même une période où ils sont les plus influençables. Et donc, c'est aussi à nous de travailler. Et c'est pour ça que nous avions une expérimentation qui intéressait les enfants qui étaient en CM1, CM2 et 6e. Et donc, on va les suivre sur 3 ans avec un certain nombre d'éducations. Je ne peux pas vous donner les résultats parce que nous sommes... Les suivre, on les suit comment ? On les suit avec... On a mis un programme de recherche, parce que c'est vrai qu'on voit que la recherche est importante. On a mis un programme de recherche qui suit ces élèves sur l'évolution qu'ils ont pendant 3 ans et on aura les résultats. C'est la dernière année, c'est les élèves de 6e, donc j'espère qu'on va commencer donc on regarde quels sont leurs comportements. Quels sont leurs comportements des enfants et de leur entourage, parce que ce qui est important, ce n'est pas uniquement de voir les enfants, c'est de voir les parents et de voir le périscolaire, parce qu'on voit que le périscolaire est extrêmement important, et c'est pour ça qu'il faut qu'on arrive Alors on a la chance d'avoir un contrat avec l'Éducation nationale pour ça, parce que rentrer dans les écoles est un élément important. Élément important. Alors on va parler d'addiction avec le professeur Amine Benyamina et puis avec vous, Madame Fournier. Donc vous êtes la déléguée de la MILDECA, la mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives. Et vous-même, professeur Benyamina, vous êtes professeur de psychiatrie addictologie à l'université Paris-Saclay, addictologue à l'hôpital Paul Brousse à Villejuif, et vous êtes aussi le président d'Addiction France et de la Fédération française d'addictologie. Alors, l'un et l'autre, on a des bons résultats. Peut-être vous commencez avec vous, Madame Fournier. On a des bons résultats là, sur le front du tabac et de l'alcool. Alors, on a effectivement des bons résultats chez les jeunes, mais peut-être qu'avant de commencer sur ces bons résultats, pour reprendre effectivement ce qui vient d'être dit, au niveau de la MILDECA, on pense effectivement que bâtir une génération prévention, c'est plus une option, mais c'est réellement une nécessité. C'est une nécessité, c'est même une urgence d'agir. Qu'est-ce qu'on appelle bâtir ? C'est une expression magnifique. Qu'est-ce que ça veut dire bâtir une génération prévention ? C'est une nouvelle génération, c'est-à-dire faire en sorte que les jeunes soient particulièrement alertes sur ce sujet de la prévention, prennent en main leur santé de cette manière-là ? Alors c'est déjà collectivement agir en prévention primaire, en prévention primordiale, agir sur tous les déterminants de la santé avant de s'intéresser effectivement au dépistage, à la vaccination, etc. C'est vraiment agir le plus précocement possible dans les parcours, mais aussi auprès des jeunes publics, voire auprès des
parents et même des futurs parents. Aujourd'hui, on a effectivement, comme il l'était dit, une population qui vieillit. Aujourd'hui, on a 7% de personnes qui sont âgées de plus de 75 ans en 2040, c'est-à-dire dans moins de 15 ans aujourd'hui. On en aura le double, on aura 15%, donc avec effectivement un poids sur le système de santé, sur les coûts qui sont très, très importants. Donc il faut agir vraiment le plus tôt possible en prévention. Aujourd'hui, le constat, c'est alcool, tabac, donc les deux premières causes de mortalité évitables. C'est 260 milliards d'euros de coûts sociaux annuels. Donc voilà, c'est quand même quelque chose de très important. Et on sait que, y compris en termes de budget, on a des bons résultats quand on agit très précocement au niveau de la prévention. Aujourd'hui, même si effectivement, comme vous le disiez, donc on a des bonnes nouvelles et on y vient, on a des grandes tendances de consommation d'alcool et de tabac en population générale qui sont à la baisse depuis plusieurs décennies et très singulièrement chez les jeunes. On a de bons résultats avec une enquête très récente qui est l'enquête ESPAD qui a été menée au niveau européen, Europe continentale, hein, donc qui concerne quand même beaucoup de pays. 37 pays. Voilà, 37 pays, tout à fait, et qui place la France alors qu'on était plutôt en peloton, hein, en queue de classe. Voilà, on a effectivement des progrès assez significatifs avec en 25 ans une consommation de tabac chez les jeunes, donc c'est des jeunes de 15-16 ans scolarisés, qui a été diminuée par 10. Entraînant aussi avec cette baisse de tabac entraîne une baisse aussi de consommation de cannabis qui intéresse fortement la Mildeca, donc qui a été divisée par 4 chez ces jeunes-là. On est devenu l'un des pays où l'expérimentation du tabagisme des jeunes de 16 ans est parmi les plus faibles. Exactement. Ouais. Et de cannabis aussi. De cannabis. Voilà. Alors sur l'alcool, les résultats sont un peu plus mitigée. La baisse est quand même moins importante, même si depuis 2010, on a aujourd'hui un jeune de 17 ans sur 5 qui déclare n'avoir jamais bu d'alcool. C'est quand même 2 fois plus qu'en 2010. Donc ça reste encore très important, mais pour autant, ce sont quand même des bons résultats. Donc bâtir une génération prévention, c'est ça, ça veut dire que porter l'attention particulière sur les jeunes pour qu'eux fassent de la prévention naturellement beaucoup plus qu'une génération comme la mienne. Alors c'est surtout, comme je vous le disais, la prévention, c'est vraiment l'affaire de tous, et c'est essayer effectivement d'agir le plus tôt possible. Grâce, il y a une réponse qui s'est imposée dans les politiques publiques liées à la jeunesse, qui est le développement des compétences psychosociales des jeunes. Aujourd'hui, on a des programmes qui sont développés, des programmes qui sont probants, qui ont montré leur efficacité sur les consommations d'alcool, de tabac, de cannabis, mais aussi sur le bien-être de manière générale, la réussite scolaire, ce qui est aussi important. Et on a un continuum aujourd'hui de la maternelle jusqu'au collège, lycée, de ces programmes de renforcement des compétences psychosociales, donc qui sont des compétences cognitives, sociales, émotionnelles, qui vont permettre en fait aux jeunes de se positionner dans un groupe, de savoir gérer ses émotions, prendre des décisions éclairées, avec effectivement pour objectif, s'agissant de ces jeunes-là, de retarder le plus possible l'expérimentation des consommations d'alcool et de tabac pour ce qui nous concerne aujourd'hui. Et on a, alors la ministre de la Santé a annoncé en décembre dernier la généralisation d'un programme qui est le programme Unplugged, qui est un programme Unplugged. Qui est un programme qui concerne les collégiens et qui a été là évalué scientifiquement, qui a eu 2 évaluations qui ont été menées par Santé publique France et qui nous montrent que ce programme est très efficace sur les collégiens
et que pour 1 euro investi dans ce programme, on a 150 euros de coûts sociaux évités. Et comment ça marche? Quel est le but? Sur quoi est-ce qu'on joue? C'est unplugged, hein, c'est ça? Unplugged, d'accord. exactement. Donc l'idée, c'est de se déconnecter. Alors l'idée, c'est d'apprendre aux jeunes à avoir, comme je vous le disais, à développer leurs compétences émotionnelles, cognitives et sociales pour pouvoir savoir se positionner vis-à-vis de l'alcool. Peut-être un élément qui est quand même important à avoir. Se positionner dans un groupe, se positionner vis-à-vis de l'alcool, se positionner vis-à-vis du groupe qui me pousse finalement dans certaines directions que je n'ai pas forcément envie d'ailleurs d'emprunter. Exactement. Ouais. Et peut-être quand même, je voulais y venir, mais ça a été un peu dit par le président de la Ligue à l'instant, la famille. Parce que la famille, on sait que les premières consommations, en fait, avant d'être entre amis, entre pairs, elles ont lieu en famille, et notamment pour l'initiation à l'alcool. Voilà, c'est souvent le fait de fêtes de famille. Donc il faut aussi travailler beaucoup sur les environnements, faire que les environnements de vie des enfants, que l'ensemble des personnes qui sont au contact des enfants prennent conscience effectivement de leur rôle et de leur capacité à agir. Ça, c'est vraiment très, très important. Donc la stratégie de prévention, elle est aussi en lien avec les milieux de vie, la famille, comme je vous le disais, et pour les enfants, malheureusement, qui n'ont pas de famille ou qui sont écartés temporairement de leur famille, travailler aussi avec l'ensemble des établissements socio-médico-sociaux de protection de l'enfance qui prennent en charge ces jeunes-là. Parce qu'on sait que chez une partie des professionnels, on a encore trop souvent des représentations, des idées reçues qui finalement viennent un petit peu à contre-courant de ces stratégies. On sait que sans stigmatiser, hein, bien évidemment, moi j'ai travaillé 20 ans dans la protection judiciaire de la jeunesse, donc voilà, je connais bien cette difficulté. Voilà, on a coutume de penser qu'avec des populations particulièrement vulnérables, on va faire du lien avec tiens, je vais t'offrir une cigarette, voilà, et puis on va créer du lien comme ça, voilà, surtout pas. Voilà, surtout pas. Surtout pas, d'accord. Bon, vous êtes d'accord, professeur Benyamina, je suppose? Pas surtout. si. Mais là-dessus. Non, pas de souci. Alors, j'ai pas pris de notes parce que je vais répéter les mêmes choses. Oui, et donc, à force, même le plus idiot comme moi finit par retenir les choses qui me semblent essentielles en matière d'addiction. Alors avant de parler d'addiction, je voudrais parler surtout d'usage. Parce qu'évidemment, je suis addictologue, je reçois le fond de la bouteille, c'est-à-dire les gens qui sont dans une problématique addictive avec les dommages, dans un processus chronique. Et là-dessus, je me dis donc, tous ceux qui ont croisé ces personnes qui viennent me voir, ils ont failli, ou alors on a failli collectivement. Je pense qu'il ne faut pas venir nous voir. C'est trop tard. Comme le disait Norbert, la meilleure façon de traiter le cancer, c'est de ne pas l'avoir. La meilleure façon de traiter l'addiction, c'est de ne pas l'avoir. Et vous parlez de bâtir une génération de prévention, ce n'est pas aux médecins de la bâtir. Hein. C'est Emmanuel Macron, c'est Stéphanie Rist, hein. C'est les parlementaires, c'est les maires. J'ai fait une réunion auprès des candidats putatifs pour la mairie de Paris. Je leur ai dit, c'est à vous de faire. C'est la proximité, c'est le propos, c'est une adaptation et pas de langue de bois sur les problématiques en classe, à l'école. C'est se pencher pourquoi, lorsqu'on traverse le périph', le message n'arrive pas sur le tabac. C'est du sociétal, c'est de l'économique, c'est du lien, c'est ça la réalité. Si on aura, c'est du discours. Ça n'a pas de sens. On a parlé d'unplug, alors c'est pour ça. Attendez, parce que vous avez un ton qui est assez vindicatif, n'est-ce pas? Ah, pas du tout. Légèrement, j'ai senti, j'ai cru comprendre. Non, je ne suis pas vindicatif, je parle avec énergie. Avec urgence. Avec pas pareil. urgence et énergie, d'accord, on est d'accord. Donc, ça, entendu. Alors, on a besoin que tout le monde soit investi. Vous avez l'impression que ce n'est pas assez le cas? Non, je ne dis pas ça. Je dis que lorsqu'on parle de prévention primaire, ça concerne tout le monde. Exactement. Ce n'est pas le fait des médecins ou bien des soignants. Nous, on est finalement le réceptacle de ce qui n'a pas été avant. Et je pense que c'est
préalable qui me semble tellement important de définir, sinon on va répéter ce que tout le monde sait. Mais mon médecin généraliste que je viens voir parce que j'ai un rhume, ou allez, il peut me parler de ça quand même, il a un rôle quand même. Évidemment, mais vous n'êtes pas allé le voir pour votre addiction à l'alcool, parce qu'il peut même vous payer un verre le samedi, alors qu'il ne se rend pas compte que vous êtes en train de pâtir. Il peut même vous offrir la cigarette. Il a beau être médecin, mais dans le rôle du préventologue, il ne l'est pas. Il faut l'avoir. Donc c'est comme ça. Et la plupart des médecins de famille que je connais se rendent compte à un moment donné qu'ils ont un gamin qu'ils ont vu naître qui a un problème d'addiction et il ne lui a jamais rien dit. Je pense que là-dessus, on n'a pas besoin d'être professionnel de santé pour être un bon préventologue. Vous avez des bons profs ou bien des bons maîtres d'école dans des villages perdus qui ont le regard de prévention bien meilleur que moi ou que peut-être quelqu'un qui est affublé de ce titre. Je veux dire par là, c'est une question de société. Ça a été dit tout à l'heure, la dénormalisation. Je prends un exemple. On a réussi à la faire avec le tabac. On n'arrive pas à la faire avec l'alcool parce qu'on est dans une position totalement ambivalente, nous, Français. On aime boire un coup et par ailleurs, en théorie, on est finalement à dire attention, l'INCa a dit 40% des cancers peuvent être évités en ne mangeant pas des produits transformés, en évitant l'alcool et le tabac, mais par ailleurs, on ne met pas en place des choses. Ça, c'est extrêmement important. Pourquoi on n'est pas très bon sur l'alcool ? Ça a été dit en comparaison à l'ESPAD. On n'est pas très très mauvais. Ce qui a priori dans l'enquête ESPAD a été montré, c'est les API, c'est-à-dire les alcoolisations, tout ça. Mais ce qu'on ne dit pas, c'est qu'on est en train de s'améliorer sur le trio de tête, alcool, tabac, cannabis, mais on oublie tout le reste. Qu'est-ce que vous en savez de la génération nicotine qui arrive, qui est fortement tabassée, entre guillemets, vous avez vu le rapport en 16 de ce matin, avec l'industrie du tabac qui devient l'industrie de la nicotine. Qu'est-ce qu'on en sait de devient quoi, pardon ? L'industrie de la nicotine. Oui. Qu'est-ce qu'on en sait de ce que ça va devenir ? Moi, je ne sais pas. Là, vous parlez de quoi ? De cigarettes électroniques ? Entre autres. D'accord. Et de quoi d'autre, alors ? Entre autres. C'est un dispositif de réduction des risques intéressant, mais qu'est-ce qu'on en sait de ce que ça va devenir ? Derrière, il y a des éléments, j'invite tous ceux qui ne l'ont pas encore lu, le résumé, il y a quelques éléments intéressants, très intéressants sur le rapport dans 16 ce matin. Qu'est-ce qu'on en sait du protoxyde d'azote, par exemple ? On sait que c'est une atteinte neurologique grave, mais je ne sais pas ce que ça va donner cette génération. C'est vrai qu'on peut on peut être satisfait de ce que nous donne l'ESPAD, mais on a une espèce de... Oui. On a de nouvelles drogues qui arrivent, de nouvelles façons de faire sur lesquelles il faut être au rendez-vous. Nouvelles drogues, vous pensez à protoxyde d'azote, vous l'avez cité. Oui. Donc là-dessus, on n'a pas de données. Il y a beaucoup de données qu'on n'a pas sur le sujet et le lien avec le cancer, lui, n'est pas établi, c'est ça ? Absolument, mais bon, on a une posture de santé publique. Le cancer fait partie aussi d'un cortège de pathologies. En général, quand on a des problèmes de cancer, on a aussi des problèmes cardiovasculaires, on a d'autres problèmes, on a des problèmes sociaux. Donc, tout ça est interdépendant. Vous pensez à quoi d'autre ? Quelles autres substances ? Tous les médicaments détournés, tout ce qu'on appelle les nouveaux produits de synthèse, qui arrivent avec, je le dis devant quelqu'un qui connaît bien ces sujets, qui arrivent avec force et fracas. Et puis, il y a un éléphant au milieu de la salle, c'est l'offre par le numérique. On a face à nous des gens qui sont bien meilleurs en matière de canal, non pas de prévention, d'antiprévention, c'est les écrans, le numérique, c'est les influenceurs. Moi, je suis président d'Addiction France. On a fait des rapports, on a essayé, avec nos petits bras, de combattre les influenceurs sur l'alcool. Je peux vous assurer que ce n'est pas facile. Hein. On ne gagne pas tous les procès. Ça, c'est de la prévention aussi. Et qu'est-ce qu'ils font, les influenceurs, sur l'alcool ? Ils sont payés par les grands groupes alcooliers. Non, mais typiquement, qu'est-ce qu'on voit en ligne ? Si vous me payez le procès, moi, je peux vous donner des noms tout de suite. Là. On est en procès avec Booba, avec le whisky, il n'y a pas de souci. Hein, moi, je veux... voilà. Il n'y a pas de souci. Hein. Donc, c'est tout ça. Je veux dire, il y a les placements de produits, c'est de la prévention aussi. Lorsqu'on gagne des procès, c'est de la prévention. Lorsqu'on dénormalise, c'est de la prévention. Lorsqu'on dit et on répète que dès lors qu'on prend un verre, on déclenche le risque, c'est de la prévention. Faire des campagnes généralistes, c'est de la prévention. Et pas des campagnes que sur ceci ou cela. C'est ça la prévention. C'est ce qu'on a fait avec le tabac. C'est ce qu'il faut faire avec l'alcool. C'est ce qu'il faudra faire avec le reste. Alors, avec l'alcool, il y a un mot que vous avez utilisé rapidement, c'est le mot industrie. C'est qu'on a quand même une industrie très forte de l'alcool en France. Oui. Et donc, Allez-y, dites ce que vous pensez. Non, mais voilà, on a parlé du lobby. On a maille à partir là. Hein. Je veux dire, c'est des luttes d'influence là. On n'en a pas de souci. Parce que c'est vous qui parliez même vous disiez 260 milliards d'euros de coûts sociaux annuels.
concernant tabac et alcool, c'est ça ? Alors on est, ce sont des estimations qui ont été faites en 2019. Oui, donc voilà, avec les nouveaux chiffres sur le tabac qui vont sortir, on est probablement en dessous aujourd'hui, mais sur la dernière estimation, donc c'était 156 milliards d'euros pour le tabac et 102 milliards pour l'alcool. Donc voilà, sur l'alcool, c'est quand même... Globalement, c'est très important. Tout à fait. Voilà, sur les coûts sociaux, mais peut-être quand même dire que ces coûts sociaux intègrent aussi les taxes quand même qui sont perçues par l'État. C'est-à-dire qu'elles sont déduites. Donc on est vraiment sur du coût social net, parce qu'on a effectivement souvent l'argument, donc moi sur les histoires de lobby, mais on a souvent l'argument effectivement de dire oui, mais ce sont des produits qu'on taxe, ça fait rentrer de l'argent dans les caisses de l'État. Là, les coûts sociaux que je vous donne sont déduits effectivement de cette part-là. 30 milliards, complètement, tout à fait. Et puis il y a un élément sur lequel parler de génération. Donc on est très ambivalent parce que d'une part, on souhaite évidemment le bien de l'industrie qui apporte de la richesse, mais de l'autre côté, on a des coûts sociaux qui sont importants. Moi, je ne le suis pas. Vous n'êtes pas quoi? Non, moi, je ne suis pas ambivalent. On n'est pas... Globalement, non, je veux dire, c'est notre culture. En tant que société, je veux dire. On baigne dans une société dans laquelle... Mais on sort un tout petit peu. Vous voyez que le défi de janvier, qui s'est terminé il y a 2 jours, est en train d'adhérer beaucoup de Français sur une prise de conscience sur 1 mois. Tout simple. On demande aux Français, et pas le dry c'est sec, de ne pas consommer, de voir ce que ça fait. On se rend compte toutes les sollicitations qui sont amenées par la consommation d'alcool. Et puis, on a le sentiment d'être embarqué dans une dynamique contre laquelle on ne peut rien. Le verre que l'on boit, pour lequel on pense qu'on ne peut pas refuser. Et on voit très clairement que ce sont ce type d'initiatives qui ne sont pas évidemment soutenues, mais dommage, mais ça viendra. Mais bon, il y a un collectif interassociatif qui marche bien. C'est ce type d'initiatives qui permettent de sortir finalement du tambour de la machine et se rendre compte qu'on a une capacité à pouvoir réagir. Et je voudrais dire un point, parce qu'on parle de génération. La génération actuelle, la Gen Z, ne boit plus. Vous le savez quand même que par rapport à la génération de mai 68, qui consommait pratiquement du vin ou de l'alcool tous les jours, elle ne boit plus. Elle ne boit plus. Et donc, il y a des questions à se poser sur beaucoup moins, c'est 10 fois moins. C'est pas pour moi, c'est pratiquement, c'est assez intéressant pour le signaler. 10 fois moins que 68 ? Complètement. Oui, mais alors, je suis d'accord avec vous, elle boit moins d'alcool, mais elle prend plus de sucre. Et mais, donc, le gros problème, il ne faut pas remplacer une addiction par une autre addiction. J'entends bien. C'est ce que je disais. Il y a un effet d'overlap qui s'opère. Il faut avoir la focale très ouverte sur toutes les consommations. Là, on est absolument d'accord. Et donc, il faut se poser la question sur comment les choses sont en train d'évoluer. Il y a aussi des innovations thérapeutiques qui sont intéressantes. En dehors des addictions, je dis ça devant un parterre de cancérologues, je pense que l'obésité aussi, dites-moi oui ou non, un facteur qui pèse. Important. J'entends des oui. Absolument. Il y a une révolution thérapeutique avec les analogues GLP-1, parce que je suis... Comment les analogues ? GLP-1, c'est les médicaments de l'obésité, en gros, pour dire ça. J'ouvre mon congrès à l'Albatros, je le dis en passant, avec la présidente du NIDA, National Institute Drug Abuse. Je lui ai demandé à Nora Volkoff sur quel sujet tu souhaites parler. Elle m'a dit, je viens parler des analogues GLP-1 dans les addictions. Il y a une révolution actuelle sur l'efficacité de ces produits dans l'alcool, la cocaïne. On est en train, petit à petit, de sortir globalement, c'est un début, un concept de médicaments de prise en charge qui constitue tous les facteurs rassemblés, qui, à mon avis, sont des facteurs communs, qui constituent des facteurs de prévention pour le cancer. Donc ces analogues ont une... Je ne fais pas de pub, je vous dis, il y a un concept qui est en train de s'opérer. Vous venez de dire quelque chose, voilà, allez-y. Et je voudrais juste être sûr d'avoir bien compris. Ces analogues, dites-vous, ont un effet... Donc ce sont des substances qui ont un effet bénéfique dans le cadre des addictions de façon assez générale. On a des résultats extrêmement fantastique, important, avec des données très importantes sur l'alcool, la cocaïne, qu'on présentera d'ailleurs au congrès, où j'ai le plaisir d'avoir tous les ans Norbert Freilenka, qui a montré d'ailleurs à ce sujet l'intérêt porté pour les addictions, et je le remercie publiquement, parce que ce n'était pas toujours le cas. Merci Norbert. Alors, j'ai entendu, pendant qu'on parlait, un peu de rumeurs dans la salle, vous papotiez les uns avec les autres. Hey, n'hésitez pas à partager vos réflexions avec nous en nous posant des questions ici sur scène. On récupère vos questions, on est capable d'en parler. On peut avoir une forme de dialogue avec vous
par ce biais-là. Et notamment, on a une question qui nous vient d'une personne qui se trouve à distance et qui nous parle du baclofène dans le cadre de l'aide au sevrage alcoolique. Alors, on est moins dans la prévention que dans le traitement, là, mais voilà, le baclofène. Il peut être aussi utilisé dans le cadre de la prévention. Absolument, quand les patients répondent à ce médicament. C'est pas le cas de tout le monde, c'est ça? Oui, c'est pas le cas de tout le monde, mais quand ils répondent bien. Bon, évidemment, il est prescrit, donc il y a un suivi. Et certains, quand ils arrivent à se détacher de la consommation, soit de manière claire, nette et définitive, sans goût d'alcool, ils se sentent protégés. Et ce qui est vrai, ça peut avoir un effet préventif aussi. C'est pas le seul, mais il a montré aussi un effet. Complètement. On parle de la clonidine aussi dans la question. Ça, c'est dans le sevrage, pour éviter les effets du manque du sevrage. Un cataplasme. Ça a montré que de l'intérêt. Oui, mais on a d'autres protocoles de sevrage. On a un peu... Voilà. Je dis là, on rentre malheureusement dans le curatif. Mais oui, je sais, et on oublie le sujet qui est le sujet de prévention. Ouais. Et comme je dis, un élément important, et c'est pour ça que je voulais partager aussi ce que l'on peut faire, parce que c'est ce que vous m'avez dit tout à l'heure, c'est à la Ligue, on a engagé un travail avec les élus locaux. Et là, c'est un élément extrêmement important parce qu'on se rend compte que les maires, c'est le dernier maillon de la chaîne et ce sont les personnes qui sont le plus à même à être près de la population. Et donc, on a engagé un programme depuis le mois de juin dernier qui s'appelle Ma Ville se ligue, où on a réussi à embarquer 13 villes pour l'instant, mais des villes importantes comme depuis Paris-Nice. Donc ça vient de commencer. Oui, ça vient de commencer. Et puis, c'est stoppé du fait des élections. Parce qu'en fait, on a un programme où on a à peu près une trentaine de mesures que l'on propose. Ça va des espaces sans tabac, mais ça va un travail dans les écoles avec l'alimentation, parce que comme on dit, c'est toujours le même problème, les enfants, l'alimentation, et puis bien souvent, malheureusement, les enfants, c'est le seul repas qu'ils ont à peu près équilibré dans la journée. Et donc c'est extrêmement important de travailler avec eux sur les espaces la prévention solaire, parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, bon, moi je suis grand-père, j'accompagne mes petits-enfants dans les parcs de jeux, généralement on est bien à l'ombre, nous, mais les enfants, ils sont en plein soleil. Oui. Donc, ça peut paraître un détail, mais c'est quand même extrêmement important, surtout qu'on sait que la prévention solaire, elle est pour... Donc, on essaye de travailler avec ces mairies, et notre objectif, c'est de labelliser de plus en plus, avec 1, 2, 3, 4 rubans. Et l'autre grand intérêt, c'est que l'Institut national du cancer avait, depuis quelques années, travaillé sur ce sujet. Donc, on s'est dit, pourquoi rester en parallèle ? Et pour une fois, on va voir que les rails vont se rejoindre et on va travailler ensemble sur ce sujet parce que ça nous semble fondamental et on se rend compte que les maires sont extrêmement demandeurs parce qu'ils se disent qu'est-ce que l'on peut faire pour aider notre population. Donc ça, c'est un élément. Le programme Ma Ville se ligue, c'est ce que vous appelez avoir une stratégie collective. Voilà, parce qu'on se rend compte, et vous le dites, tout seul, on ne peut rien faire. Et donc, il ne faut pas traiter que la personne, il faut essayer de traiter son environnement. Et donc, c'est aussi pour ça que dans ce programme, on fait appel aux autres associations, parce que, et c'est extrêmement important, on se rend compte que beaucoup d'associations ont des spécificités particulières. Si vous allez même dans les banques alimentaires, vous pouvez à ce moment-là, aller vers ces personnes qui n'ont pas l'habitude, parce que le gros problème, il y a toute une population qui n'a pas l'habitude d'aller vers la prévention. Et donc on a aussi un programme avec d'autres associations pour avoir des camionnettes, pour aller dans des zones un petit peu reculées pour retravailler, et avec les mairies de nous permettre de nous installer sur un parking, de pouvoir travailler, de pouvoir faire venir du monde. Si on ne va pas vers les personnes, malheureusement, les personnes ne viennent pas vers vous pour la prévention, parce que ce n'est pas naturel. Et comme vous le dites, eh ben c'est vrai, c'est plus sympa de dire écoutez, on va organiser un pot, etc. Alors, en parlant avec les maires, on s'est rendu compte que les maires des toutes petites communes, ils nous ont dit c'est bien gentil, mais bien souvent, le tabac, c'est l'endroit qui fait vivre un village. Ah oui, parce qu'il n'est pas que tabac. Il fait aussi poste, il fait aussi épicerie, etc. Et débit de boisson, d'ailleurs. Débit de boisson aussi. Non, mais on en est parfaitement conscient. Mais ça ne veut pas dire que... c'est moins cancérigène. Ça ne veut pas dire qu'il faut abandonner. Non. On peut essayer de transformer un certain nombre de choses. Donc, je pense que... Et c'est vrai que cette échelle très locale va nous permettre de toucher une population. Donc, on se dit, c'est peut-être aussi un moyen d'avoir une génération plus tard. Complètement. Donc, avoir une stratégie collective, vous nous dites que les mairies sont demandeuses, vous les labellisez, il y a 30 actions, 30 mesures qu'ils peuvent mettre en œuvre, on voit bien dans plein de directions différentes. Vous appelleriez ça une sorte de prévention environnementale, c'est-à-dire qu'on agit sur
Si on veut, l'environnement de la personne. Il y a quand même un schéma qui est relativement simple. Pour travailler sur la santé générale des personnes, elle ne dépend pas que de la médecine, c'est 20%. Le soin, c'est 20% de la qualité. C'est l'environnement au sens large. Donc quand on prend l'environnement au sens large, on a toujours l'idée de penser l'environnement, pollution, etc. C'est important, je pense que ce sont des choses à prendre en compte. Mais l'environnement, c'est aussi l'environnement socio-professionnel, l'environnement familial. Et c'est vrai que quand on a la chance d'avoir des familles qui entourent bien leurs enfants, c'est un élément important. Donc tout cet environnement... Ça fait 6 mois. Depuis 6 mois, vous avez lancé ça. Et on a déjà 13 villes. C'est une démarche qui est nouvelle. Ailleurs en Europe, ça se fait? Alors je ne sais pas si ailleurs ça se fait, mais c'était grâce aussi à ce qu'on avait fait avec nos villes que l'on avait contactées grâce à nos comités départementaux. On avait déjà, je vous dis, plus de 100 villes qui mettaient en place les espaces sans tabac. Donc on s'est dit, pourquoi ne pas aller plus loin? Et là, combien de villes aujourd'hui sont... Il y en a 13 qui ont été labellisées, mais on a dû s'arrêter. Et on a à peu près une trentaine de candidats qu'on devrait pouvoir... Alors, il y a quoi comme ville, par exemple? Elles ont quelle taille? Je vous dis, il y a Nice. Ah, d'accord. Il y a Marseille. Non, il y a Nice, il y a Paris. Ah, oui. Mais il y a aussi, je suis en Loire-Atlantique, Montoire de Bretagne, 6000 habitants, avec qui on avait déjà commencé dans les écoles, etc. Et le pari du maire, c'est d'arriver à transformer le stade de rugby sans alcool et sans tabac. Waouh. Waouh. Il a intérêt à avoir des muscles. Comment? C'est bien. C'est bien. Ah, mais on est en face d'équipes motivées, et c'est ça aussi. Parce qu'ils ont un message, et les vœux qu'il avait fait l'année dernière étaient des vœux sans alcool. Madame Fournier, vous vouliez intervenir? Non, beaucoup de choses ont été dites. Et voilà. Non, mais c'est vrai que quand on essaye de parler de prévention, on glisse assez rapidement sur les traitements. Normal. Mais peut-être c'était effectivement sur la prévention des conduites addictives. Elle vise, et on l'a déjà vu, effectivement, à développer des environnements de vie protecteurs. Donc on a vu effectivement les collectivités, mais on pourrait aussi parler des entreprises, c'est quand même assez important. Tous les milieux de vie, le milieu sportif aussi, avec lequel on essaye de travailler. Il y a de belles initiatives sur des labels Pur Sport. On a des soucis aussi avec les environnements autour des buvettes. Enfin bon, voilà, il y a plein de sujets comme ça. C'est essayer justement de faire en sorte que quand on a des actions sportives, des événements sportifs, il y ait le moins d'alcool possible. Alors c'est pareil, c'est pas forcément pas du tout d'alcool, mais en tout cas moins d'alcool. Le fait que peut-être le Ricard soit plus cher que l'eau gazeuse. Enfin, vous voyez, c'est tout ça. Donc on accompagne. Je suis assez d'accord, c'est-à-dire qu'il faut aider l'ensemble des milieux de vie à montrer qu'ils peuvent faire des choses, qu'ils ont des choses à faire, que la prévention, c'est l'affaire de tous. Et donc là, de ce point de vue-là, outiller nos partenaires, c'est très important. Donc effectivement, on a travaillé aussi avec la Ligue, qu'on remercie, sur l'ensemble de ces outils. À la Mildeka, on développe un guide pour le maire, en fait. Alors sur la lutte contre les drogues et les conduites addictives, il y a quand même une partie aussi de lutte contre le trafic et d'application de la loi. On a, donc on l'a vu tout à l'heure, comme objectif de retarder les premières expérimentations. Et le dernier objectif, c'est quand même celui de repérer et d'accompagner le plus tôt possible. C'est un peu ce que disait tout à l'heure le professeur Benyamina. Sur ce sujet-là, c'est quand même important. Là, c'est pareil, c'est une annonce assez récente de la ministre de la Santé, mais de peut-être dire quelques mots de l'expérimentation qu'on va essayer de développer prochainement, dès 2026, sur 100 établissements de santé, de développer la démarche MEC, Making Every Contact Count, qui a en fait pour objectif de permettre de faire en sorte que chaque contact d'un patient, d'une personne avec le soignant qu'elle rencontrera lors de son séjour à l'hôpital, que ce soit les urgences ou un séjour en médecine générale ou peu importe, que ce soit l'occasion d'interroger sur les consommations. Donc, comme le professeur Benyamina dit, quand on voit un soignant, c'est déjà trop tard. Non, on est d'accord que je vois mon médecin généraliste, make every contact count, et il faut faire en sorte que... Je ne veux pas trahir ce que disait le professeur. Je pense que ce qu'il disait, c'était que quand ils viennent le voir, lui avec sa casquette d'addictologue, c'est un peu tard. Là, l'idée, c'est de se dire que c'est pour n'importe quel autre passage. Vous faites une entorse de la cheville, vous passez aux urgences.
on va en profiter sur des techniques d'intervention très brèves pour vous questionner et regarder ça avec vous. Ça prend 5 minutes. Voilà, il y a des paliers comme ça. Là encore, ce sont des démarches qui ont été éprouvées, qui ont montré leur efficacité. Donc voilà, c'est quelque chose qu'on va développer dans 100 établissements pilotes assez rapidement. Et là, j'insiste aussi sur le fait que mais ça ne sera pas que l'affaire du corps médical, mais bien évidemment d'impliquer l'ensemble des professionnels soignants. Vous savez, on s'en félicite tous, que les infirmières ont vu leur champ de compétences évoluer récemment à l'occasion d'une loi et d'un décret, avec une place sur la prévention plus importante. Donc bien évidemment, les infirmières et les aides-soignantes, et tous les professionnels de santé seront concernés. Alors, il y a des questions qui vous sont posées. On vous demande, par exemple, comment bien doser les messages de prévention sans donner le sentiment de vouloir instaurer une société puritaine. Ça, c'est un... Vous avez... Ouais, je vais répondre parce que c'est souvent la critique qui est faite à des personnes qui ne font rien d'autre que essayer d'adapter ou de vulgariser le message qui provient de la science et de l'observation scientifique, tout simplement. Lorsqu'on dit le premier verre déclenche le risque, parce que c'est une expertise de l'INSERM, c'est tout. Et c'est la réalité. Alors parfois, c'est vrai que l'émetteur, il est assimilé au risque qu'il dit. Je connais ça en tant que psychiatre, lorsque j'annonce à des parents qu'ils ont un enfant schizophrène, je deviens leur ennemi. Je ne le fais jamais comme ça. Donc c'est la manière de faire, mais le message doit être dit, il doit être bien dit, mais c'est ainsi. Et puis la société, il y a la liberté individuelle, elle existe, mais la responsabilité collective aussi. Lorsqu'on a sa possession en tant que responsable politique, parce qu'au bout du bout, c'est quand même des informations concernant la nocivité d'un produit ou bien d'un comportement ou je ne sais quel additif dans n'importe quel produit, il est de la responsabilité de l'État de l'annoncer. C'est comme ça. Et ça n'empêche pas sur la responsabilité ou bien la liberté individuelle. Il y a vraiment des espaces tout à fait protégés. On a souvent ce débat-là. Je prends un exemple tout récent. La semaine dernière, on a adopté en première lecture l'interdiction des réseaux sociaux chez les moins de 15 ans. J'ai beaucoup contribué à travers le rapport que j'ai remis au président de la République. J'ai été sur les réseaux sociaux, d'ailleurs, pour ne pas les citer, beaucoup attaqué en disant c'est une mesure liberticide. On est étonné, Abin Benyamina, c'est pas son style, il est pour la légalisation du cannabis. Je dis c'est pas la même logique, c'est différent. Alors dans ces cas-là, on ne met pas la ceinture, on sert de l'alcool aux gamins des moins de 18 ans. On ne mettra pas des policiers dans les maisons pour vérifier si les tablettes sont rangées. Chez les moins de 15 ans. En revanche, à la lumière de ce qu'on sait, on dit qu'il y a un risque. Et c'est comme ça qu'il faut entendre les risques que l'on donne à travers nos associations, à travers les agences étatiques. C'est ainsi. Voilà. Est-ce que vous avez peut-être envie de répondre à cette question, Dr Bergerot, ou même Mme Fournier? Non, mais on a changé notre langage de prévention. Parce qu'il y a quelques années, c'était vraiment un langage où on culpabilisait la personne. Et on s'est rendu compte que ça ne sert à rien. De quelle manière, par exemple? Qu'est-ce qu'on faisait? Les campagnes, c'était il ne faut pas boire, c'est dangereux, etc. Le tabac tue, etc. Donc, on a la même démarche. Mais, comme je vous dis, on ne s'intéresse pas forcément à une population qui fume, oui, mais à une population en devenir. Et c'est cette population en devenir qui va permettre de faire passer des messages. Et bien souvent, c'est les enfants qui vont dire à leurs parents « Écoutez, mais ça serait peut-être bien d'arrêter de fumer ». Et donc, en passant par là, on est dans une démarche positive et pas dans une démarche même castratrice. Et donc, c'est pour ça. Et aussi, c'est pour ça qu'il faut voir sur l'environnement global. Parce que, malheureusement, en travaillant sur une collectivité, on a plus de chances de faire passer un message collectif que d'être toujours sur la personne et accuser la personne. Donc, moi, je reste qu'il faut avoir quand même un message. La prévention peut être extrêmement positive et montrer qu'on peut faire plein de choses. Et ce n'est pas parce qu'on ne fume pas dans une soirée qu'on ne va pas passer une bonne soirée. Non, peut-être le premier... Ça marche. Ça marche ? Oui, pardon. Le premier message, c'est effectivement d'informer sur les risques de manière complètement factuelle. On sait encore que
par exemple, je vais encore reparler d'alcool, mais sur l'alcool, on a quand même un lien entre la consommation d'alcool et le cancer du sein chez la femme, qui est encore trop peu connu des femmes. Le rapport entre la consommation d'alcool durant la grossesse et les troubles du spectre de l'alcoolisation fœtale. Informer les femmes, c'est pas nécessairement les culpabiliser. Et de ce point de vue-là, je pense aussi que les campagnes, elles ont évolué, comme on l'a dit, mais en tout cas, elles sont basées, elles sont travaillées justement pour travailler sur une cible, travailler au fait que le message soit le bon et soit bien calibré pour toucher sa cible. On fait des pré-tests, on fait des post-tests, tout ça est très suivi scientifiquement. On évalue aussi les campagnes. Donc, je pense qu'on a effectivement progressé sur ce chemin-là, mais que les messages restent encore peut-être trop peu audibles. Et surtout, on a beaucoup de stratégies d'influence, voire de désinformation. Vous en parliez tout à l'heure, Amine, mais c'est vrai que sur les réseaux sociaux, les influenceurs, on a encore beaucoup de travail à faire de ce point de vue-là, même si sur les influenceurs, on a une loi très récente qu'on a un peu du mal à faire appliquer. Et on remercie effectivement la mobilisation des associations qui mènent un travail de vigie très très important pour aller débusquer effectivement tous ces messages, tous ces faux messages, toutes ces fausses informations qui circulent. On voit par exemple aujourd'hui le retour d'une image un peu glamour de la cigarette chez la jeune femme, qui est créée de toutes pièces. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça sur les réseaux sociaux. On a des grandes stars, je ne sais pas si mais des Beyoncé, des Dua Lipa, qui se promènent avec une cigarette à la main, et qui surfent autour de l'image. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, mais de la Messy Girl. La Messy Girl. Voilà. Mais c'est important parce que on est autour de cette table-là. On a peut-être un peu perdu les codes, mais c'est important aussi d'aller travailler avec les codes des jeunes, avec les codes des cibles, pour lesquels on veut aller justement travailler et toucher, avoir un message ajusté. Et parce que sinon, ce message, s'il est trop culpabilisant, si la personne ne s'y identifie pas suffisamment, il est rejeté. Ça, c'est pas moi, ça me concerne pas. Il est mis à distance tout de suite. Donc c'est important effectivement de faire de la communication grand public, mais il faut quand même beaucoup travailler ces cibles. Et je pense qu'il faut être intransigeant, en tout cas, sur le message de protection des mineurs. Que chacun ait sa liberté individuelle, qu'il fasse ce qu'il veut, effectivement, mais protéger les mineurs, ça, c'est pas négociable. Alors moi, ce qui me semble aussi important, c'est de signaler que lorsqu'on parle de prévention, et particulièrement la prévention environnementale, qu'on reste sur des bases scientifiques, qu'on ne soit pas à lancer des choses qui ne sont pas... Et donc, c'est un petit peu nous ce qu'on essaie aussi de développer, parce qu'on a la chance, une mission, la Ligue, c'est une mission recherche, et donc on a de plus en plus un certain nombre de recherches qui se font pour que l'on ait une base scientifique lorsque l'on dénonce un risque particulier. On ne va pas dénoncer ce risque si on n'a pas un certain nombre d'études. Mais le risque existe de dénoncer des risques. Oui, on risque de dénoncer des risques qui n'existent pas. Quand est-ce que ça s'est produit, ça, par exemple ? On sait que quand on a parlé sur les pesticides, etc., les problèmes, donc il y a un certain nombre... les pesticides, il y a un lien entre pesticides et... Mais on est d'accord. Mais ce que l'on veut dire, c'est que il ne faut pas aller au-delà, il faut rester sur un certain nombre de choses. Et le gros problème, et on le voit aussi sur des fois la découverte de clusters chez les enfants, qu'il y a un temps long entre ce que l'on peut mettre, suspecter et arriver. Donc aussi le rôle, c'est de dire attention. Voilà, c'est ça la grande difficulté, et c'est pour ça de temps en temps, on nous dit mais vous êtes... Non, on est là pour dire oui, il y a un risque, ce risque, il existe, mais... il ne faut pas non plus que l'on continue, parce que demain, on va se retrouver devant... on l'a vu pour certaines, on l'a vu pour l'amiante en particulier, on a mis du temps avant de se rendre compte que c'était quelque chose qui était important. Il y a des gens qui avaient lancé une alerte, et on a mis 10 ans pour interdire l'amiante. Donc vous voyez, c'est ce genre de choses qui est aussi extrêmement important dans la prévention. Il y a toute la prévention... Et les gens, après, ont tendance à oublier leur prévention individuelle pour se masquer derrière cette prévention. C'est toujours plus simple de dire... c'est pas moi, c'est... À cet égard, juste une information que vous connaissez. La plupart des grandes associations comme celle que je préside se sont dotées d'un conseil et d'une commission scientifique pour pouvoir adosser notre action sur quelque chose de mesurable et de scientifique. Donc, on est une association historique qui a 150
4 ans, Addiction France, fondée d'ailleurs par Louis Pasteur, pour ceux qui souhaitent connaître l'histoire, oui. Mais on a construit depuis le départ un conseil scientifique pour pouvoir finalement... D'ailleurs, on a des procès, gagner nos procès à la faveur de ce qu'on raconte. Hein. C'est vraiment un référentiel qui est solide. Alors, on a beaucoup parlé de tabac, on a beaucoup parlé d'alcool, on a parlé même du soleil. Peut-être qu'on peut s'intéresser... Alors, il y a par exemple quelqu'un qui nous dit « La prévention primaire est encore trop centrée sur alcool et tabac et pas assez sur les exposomes environnementaux, dans le cadre professionnel par exemple. » Quelqu'un d'autre qui nous dit « Ne doit-on pas aussi parler de la question environnementale / pollution / milieu de travail ?» C'est ce que j'ai commencé à dire, c'est extrêmement important. Parce que, alors, cette pollution, bon, je vais vous donner un petit exemple qui est, je viens de Saint-Nazaire, vous l'avez signalé, et nous avons la chance d'avoir un registre à Saint-Nazaire, et il y avait le registre qui avait signalé une majoration du nombre de décès des voies aérodigestives supérieures au niveau de la carène. La carène, c'est une zone Céveso, et bien entendu, les personnes ont dit des problèmes environnementaux, etc. Le problème, c'est que pour parler de ces problèmes environnementaux, quand on reprenait les dossiers à la source, il y avait quand même des problèmes individuels qui existaient. Et donc, ces problèmes environnementaux viennent peut-être des fois majorer des problèmes individuels, mais comme ils sont beaucoup plus faibles, ils ne peuvent pas apparaître au premier plan. Alors à chaque fois, on a l'impression de dire on les oublie, on les évacue. Non, mais il ne faut pas non plus que ces problèmes environnementaux nous fassent masquer tous les risques individuels que l'on oublie. Et donc c'est aussi pour ça qu'au niveau de la Ligue, on a la chance d'avoir mis en place dans notre programme prévention toute une prévention autour de l'environnement avec un certain nombre de données scientifiques, parce que comme vous le dites, on ne peut parler des risques que si on a une base derrière. On peut être militant, mais il faut être militant raisonné. Et ça, c'est extrêmement important, autrement on perd de la crédibilité. Complètement. Et la Ligue, maintenant, se positionne sur des questions environnementales, c'est nouveau. La Ligue s'est positionnée, en particulier pour la loi du plomb, elle s'est positionnée clairement, mais avec une explication claire scientifique. Complètement. Bon. Alors vous qui êtes addictologue, est-ce que vous êtes quand même sensible à cette question, enfin qui est du côté du sujet des addictions, vous êtes sensible à cette question de l'environnement environnementale ? Absolument. J'ai été confronté à cette question lorsque, comme je le disais tout à l'heure, j'ai présidé la commission avec ma collègue neurologue Serval Mouton sur les écrans, et on a auditionné des ingénieurs du CEA, du CNRS sur la question de l'environnement et la question de la pollution des composants, notamment des écrans. Alors, ça paraît simple, mais le virtuel n'est pas virtuel. Hein. C'est surtout avant tout du matériel, des terres rares, des choses de cette nature. Et puis, la question s'est posée sur le caractère addictif avec les algorithmes, derrière un produit qui peut être aussi un produit cancérigène ou qui peut être un produit qui vient altérer l'environnement. Donc, cette question, elle est réelle. Je pense que l'environnement est extrêmement important, il est partout. De fait, oui. Donc, on est dans une forme d'enculturation, parce qu'on n'a pas trop le choix. Hein. On est un système interdépendant. C'est pour ça que j'avais pris l'exemple tout à l'heure de l'obésité, des médicaments qui ont un effet sur l'obésité, sur l'alcool, et qui pas nous obligent, qui nous incitent à s'ouvrir à des choses qui, a priori, ne nous concernent pas. Mais ça nous concerne beaucoup. Donc là-dessus, oui, en effet. Madame Fournier, bon. Alors, on va tout à l'heure, à 11h15, après la pause, on va s'intéresser à une question connexe à celle de la prévention. On va s'intéresser au dépistage, avec notamment l'exemple australien que le président de la République a cité d'ailleurs, avec une éradication en cours probable des cancers du col de l'utérus là-bas. On va aussi parler du registre national du cancer. Et là, pour ce qui nous concerne, pour cette table ronde de prévention, on voit qu'on a quand même des bons résultats. Non, en même temps, vous alertiez sur le fait que tout ça, c'est les addictions, c'est des paysages mouvants et peut-être d'autres produits sont en train de prendre la place des anciens et donc rien n'est tout à fait gagné. On peut agir. Et il y a des actions fortes, notamment vers les jeunes, vers les plus jeunes, une prévention précoce, et puis se dire que la prévention, c'est l'affaire de tous.
avec ce Make Every Contact Count. Je pense que tout cela, on a très bien compris. C'est grâce à vous. Merci infiniment, Dr Bergerot, Madame Fournier et professeur Benyamina. Merci bien. Merci à vous.